Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Céline, comment vas-tu? Je suis ravie de t'avoir à ce micro et en vidéo sur ce podcast pour nous parler de toi, bien sûr, en tant qu'autrice, mais aussi de ce qui t'a amené à écrire, de comment tu as osé passer de j'écris à je montre ce que j'écris. C'est un petit peu le thème de ce podcast et puis on va évoluer au fur et à mesure de notre conversation. Donc toi, tu te passionnes depuis toujours, a priori depuis pour les relations humaines, l'univers te passionne et en regardant un petit peu ta bio hier, je me disais, waouh, on a tellement de choses en commun, tellement de centres d'intérêt en commun. Moi, tout ce qui touche l'univers, les messages de l'univers, les signes, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Donc je suis vraiment ravie à plein de titres de t'avoir à ce micro. J'ai fait ta connaissance via Alexia quand on a fait un podcast sur ton roman Toutes ces vies où nous nous sommes aimés. Et j'ai eu envie de te rencontrer et te découvrir davantage parce que j'ai été déjà fascinée par la construction de ce roman. On y reviendra. Est-ce que déjà tu veux bien te présenter? Parce que si je commence à parler, je ne m'arrête plus. Donc, je te laisse quand même la parole. Écoute, Laurence, bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir discuter des sujets qui nous animent toutes les deux. Alors, si je devais me présenter en peu de mots, je dirais que je suis autrice et je suis spécialisée, on va dire, dans tout ce qui est thématique du développement personnel et de la spiritualité, qui sont des sujets qui moi, m'animent depuis des années, bien avant d'écrire sur ces sujets d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Et je suis aussi numérologue. Et donc, j'aide les gens à avancer sur leur chemin, à mieux se comprendre, à mieux se connaître à travers les nombres et Oui, la symbolique des nombres. Et c'est oui. absolument passionnant. Oui, j'imagine. Alors, la Voilà. numérologie, je m'y suis un petit peu intéressée, mais de très loin. Mais c'est vrai que c'est troublant, ces chemins de vie à travers les chiffres, comment on se retrouve en fait, comment on peut voir un petit peu, ouais, effectivement, à ce moment, j'ai traversé ça, et puis oui, finalement, je vais vers là. C'est fascinant. Et je trouve ça génial de marier la spiritualité, la numérologie et l'écriture et le développement personnel. Enfin, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est ce qui m'anime. Mes romans sont quand même empreints de spiritualité, de développement personnel. Et j'aime ce monde puisque j'y baigne depuis toujours, hein. Je crois que ça fait partie de moi depuis que je suis née. Donc, je me suis beaucoup retrouvée dans ta façon de te présenter, d'écrire. Donc, je te laisse nous parler davantage. Écoute, moi, c'est un peu comme toi, en fait, hein. La spiritualité, on va dire que ça fait partie de moi depuis toujours, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis rapidement intéressée, quand je parle des mystères de l'univers. C'est déjà, tu vois, quand j'avais 10 ans, je me posais des questions sur la mort. Alors, ça m'angoissait beaucoup de me dire que, comme mon papa me le disait, il n'y a rien après, parce qu'il est vraiment athée, mon père. Et moi, ça m'angoissait beaucoup qu'il n'y ait plus rien après. Et ma maman, elle, était catholique pratiquante, donc on allait à l'église avec elle tous les samedis soirs, et on nous parlait de la vie éternelle. Mm. Et donc, j'avais cette ambivalence de me dire, OK, donc il n'y a rien, ou alors il y a quelque chose, mais s'il y a quelque chose, ça ne s'arrête jamais, c'est éternel. Donc, en fait, les deux solutions ne me convenaient pas. Oui, Les oui. deux solutions me faisaient vraiment m'angoisser terriblement. Et puis, comme j'aimais bien en rajouter, sûrement, après, j'essayais de penser à l'univers, tu vois, l'infinité de l'univers. Ça me donnait le vertige. Je me disais, mon Dieu, quelque chose qui n'a pas de fin, etc. Donc, tu vois, vraiment des sujets qui m'ont vite intéressée, qui m'ont vite fait des nœuds au cerveau aussi. Et j'ai vite essayé de trouver des réponses. Et il y a eu une sorte de déclic chez moi à 11 ans, je crois. Mon grand-père maternel a failli mourir et il a fait une expérience de mort imminente. Et il ne l'a raconté qu'à moi. Intuitivement, il devait savoir qu'il pouvait se confier à moi, que je ne trouverais pas ça complètement délirant. Il m'a dit, surtout n'en parle pas à ta grand-mère, et j'en ai parlé à personne. Mais après, alors je ne sais pas combien d'années après, mais j'ai emprunté des livres à la bibliothèque pour
en apprendre davantage sur ces fameuses EMI, parce que ça me passionnait de me dire, mais alors il y aurait quelque chose après, et les gens nous attendent, et il y a un tunnel, et toutes ces questions-là. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis ensuite, ça a été les anciennes civilisations. Je me suis vite pris de passion pour l'Égypte, évidemment, comme beaucoup, mais ensuite pour les Incas, les Aztèques. J'adorais les merveilleuses cités d'or quand j'étais plus jeune. Voilà, toutes ces choses-là m'ont toujours passionnée, toutes ces choses qu'on ne s'explique pas. Oui, Voilà. Toutes ces choses qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Moi, ça me passionne d'essayer d'échafauder des hypothèses, des éventualités, oui, etc. oui. Et voilà C'est un monde comment ça a fascinant. commencé, en tout cas. C'est un monde fascinant. J'ai vécu, moi, une expérience de mort imminente quand j'avais 25 ans. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que, alors moi, je n'avais pas J'imagine. particulièrement peur de la mort. C'est pas quelque chose qui m'a angoissée depuis toujours. J'avais peur de mourir et de laisser mes enfants. Voilà. Moi, ma peur, ça aurait été de laisser Hmm. mes enfants, mais pas la peur de mourir ou la peur de souffrir. Voilà, c'est deux choses différentes. Et j'ai vécu cette expérience de mort imminente et je me suis sentie, mais jamais je me suis sentie aussi bien. Et plus je les entendais dire que j'étais en train d'y passer, que j'y étais passée, qu'il fallait mettre un tuyau dans la gorge, moi, mieux je me sentais. Une sensation de sérénité que je n'ai même jamais retrouvée de cette façon. Mais même avant ça, j'avais en moi cette spiritualité, des rêves prémonitoires, des choses que j'interprétais, une ouverture. Et à 14 ans, ouais, 13-14 ans, je lisais les livres d'Elisabeth Kolberos quand même. Ah, Sur, d'accord. tu sais, elle a énormément travaillé sur l'accompagnement des mourants, sur Ouais. ses EMI. J'étais déjà fascinée par ça, bien avant moi de vivre une expérience de mort imminente. C'est vraiment, c'est pas des C'est lectures qu'on incroyable. a quand on est ado, tu Non. vois, c'est incroyable. Et j'adorais cette autrice. J'ai lu tous ses ouvrages. Donc, oui, la spiritualité me tient depuis longtemps. Ouais, c'est Donc, incroyable que tu aies fait une EMI alors que tu t'intéressais à ce sujet 10 ans auparavant. C'est fou. oui, oui, c'est Hmm. vraiment quelque chose. Donc après, évidemment, ça a renforcé ce, pas mes recherches, mais ce regard attentif en tout cas. Et puis oui, j'ai lu énormément d'ouvrages. J'ai rencontré des neurologues avec qui j'ai parlé. J'ai fait une formation en neurosciences avec un neurochirurgien qui était fascinant et Hmm. fasciné par son métier et qui était fasciné par les expériences de mort imminente. Et on en a discuté énormément. Et c'est un sujet tellement vaste est Ouais, tellement c'est vrai. encore inconnu, même des scientifiques, qu'il y a énormément. Oui, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu as Hmm. lu le livre de Ethan Alexander, Eban Alexander, pardon, qui dit l'épreuve du paradis existe. Et pour faire un très court, c'est un neurochirurgien qui ne croyait pas en tout ça. Quand ses patients lui Mhm. racontaient qu'ils avaient fait une expérience de mort imminente, il disait non, c'est les produits d'anesthésiants, c'est les médicaments. Il ne voulait pas l'admettre. Et lui a fait une expérience de mort imminente qui a duré assez longtemps. Et il raconte ça en disant, je n'ai pas le droit de me taire, je n'ai pas le droit de garder ça pour moi, c'est comme un devoir de partager ça en tant que neurochirurgien. Et c'est Ouais. fascinant de voir un neurochirurgien raconter ça. Donc voilà, ça c'est... Oui, alors j'allais dire, c'est génial. Alors non, c'est pas génial de faire une expérience de mort imminente, mais c'est génial que ça lui soit arrivé à lui et qu'il ait pu transmettre son expérience. Et Ça, il fait en revanche, énormément ça de c'est vraiment conférences impossible. dans le monde d'ailleurs pour partager ça, parce qu'il s'est senti un Hmm. devoir de partager Hmm. ce qu'il a vécu. Je crois qu'il est Hmm. resté pendant 7 jours, si ma mémoire ne me trompe pas, avec Ah un oui, encéphalogramme plat. Et il dit que c'est waouh. presque miraculeux qu'il revienne et qu'il puisse se Hmm. souvenir de cette expérience. C'est vraiment, oui, l'épreuve du paradis existe, le titre, et j'ai été bah, évidemment transportée par ce récit, qui plus est quand on a vécu quelque chose de J'imagine. similaire. Et je pense que c'est un ouvrage qui pourra t'intéresser. Alors, ça Mais m'intéresse tellement, regarde, que tu vois, je vais même le noter tout de suite, les portes du paradis. Et tu vois, mon grand-père, c'est ce qu'il m'a relaté, la même chose que toi. Il m'a dit, j'ai ressenti, j'étais tellement bien, tellement, alors, je ne sais pas s'il a utilisé le terme sérénité, mais en tout cas, il se sentait tellement bien, tellement entouré d'amour, oui, que, il m'a dit, j'avais pas du tout envie de revenir, quoi. oui. Pas du tout. Alors après, c'était pas son heure, mais Mm. il a plus du tout eu peur de la mort après ça.
au contraire, il l'attendait avec beaucoup de sérénité, justement. Oui, oui, oui. Donc, c'était assez incroyable. Moi, Ouais. ce qui m'a Qu'est-ce que marqué, tu penses? oui, moi, ce qui m'a marqué le Oui, je plus, voulais te poser une question. c'est Oui. que mon fils avait 3 ans à cette époque-là, à peu près. Il ne m'est pas venu à l'esprit. Tu sais, c'était mon angoisse. Moi, l'angoisse de mourir était si un jour je meurs, que vont devenir mes enfants? Alors, j'ai pas ma fille à cette époque, mais et là, sur cet instant T, bon, évidemment, le cerveau ne doit plus réfléchir de la même façon, mais mon fils m'est pas apparu. Et ça, après, Ah, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais quand même, à aucun moment, je me suis dit, j'abandonne mon fils, quoi. Bon, ça n'a pas duré incroyable. des heures non plus, mais ouais, c'est quelque chose qui encore me taraude, tu vois, de me dire, mais j'avais pas de peine, j'étais bien. Hmm. Et c'est ce qui peut interpeller, tu vois. Et j'ai lu après, évidemment, encore plus d'ouvrages. Dans l'ouvrage de Pierre Jovanovitch sur l'enquête sur l'existence des anges gardiens, il y a énormément de retours de mort imminente. Et une dame disait qu'elle est morte sur la table d'accouchement, enfin qu'elle est morte et revenue, Oui. et qu'elle n'a pensé à aucun moment à ses enfants et qu'elle ne voulait pas revenir. Comme son grand-père, elle disait non, non, je ne veux pas retourner dans ce corps. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu à avoir Hmm. envie ou pas. Mais Hmm. c'est troublant quand tu as cet amour maternel et que tu... Donc voilà, et j'écoute ta question maintenant, pardon pour t'avoir interrompu. Non, non, je t'en prie, c'est parce qu'il y a un léger décalage, je pense. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses des expériences de mort imminente qui sont très désagréables? Tu sais, ça arrive parfois que certaines personnes vivent quelque chose un peu d'infernal, de vraiment pas. Voilà. C'est Qu'est-ce que tu en difficile. penses, toi? Eh ben, alors, je me demande si c'est pas lié aussi à leur peur. Ah, peut-être. Euh, que les peurs, tu vois, c'est comme, l'image qui me vient, ce serait comme vivre un cauchemar, tu vois. Enfin, ce départ, plutôt que ce soit comme un rêve qui t'emporte, waouh, dans un truc magnifique, ben, ça t'emmène vers où tu as tes peurs. À moins que Hmm. ce soit le destin de la personne ou qu'ils doivent passer par là pour mieux Hmm. revenir et mieux comprendre ce qu'il doit améliorer, ça peut être ça aussi, comme une deuxième Ouais, chance ouais. il y a peut-être plusieurs interprétations. Hmm. En tout cas, elles sont a priori moins nombreuses quand même, ces Oui, expériences-là. où les gens n'en Heureusement. parlent pas. Où les gens n'en parlent pas. Exact. Mm. Où Mais les c'est gens... vrai que les gens parlent plus maintenant de ce genre de choses, alors que c'était très, très tabou il y a encore peu de temps, Ah oui, moi hein. quand je l'ai vécu, c'était une période où j'ai 60 ans, donc t'imagines, j'en avais 25, Mm. c'était quelque chose de très tabou. Enfin, on n'en parlait pas d'ailleurs. Quand j'ai dit, parce que les anesthésistes sont venus me voir après en me disant, faites attention, vous êtes allergique à un ingrédient des anesthésiants. Si un jour vous devez vous faire réopérer, attention, on vous a perdu sur la table. Et je lui ai dit, ben, je sais, je vous ai entendu. Il m'a dit, non, ça, c'est pas possible. Et si. Et je lui ai dit, je peux vous répéter mot pour mot tout ce qui s'est dit pendant ce temps. Mais il Ouais, ne voulait ouais. pas admettre. Mm. Ouais. Non, non, Aujourd'hui, ce serait peut-être en fonction des anesthésistes très différent. oui, oui, oui. Oui, maintenant, ça y est, ça commence à rentrer un peu, quoi. Oui. Mm. Donc, on va revenir à ce qui t'a amené à écrire. Donc, j'imagine que tout ça en fait partie, bien sûr, c'est en toi. Est-ce que l'envie d'écrire était là pour toi depuis toujours ou c'est arrivé progressivement? Alors non, l'envie d'écrire, elle est là depuis toujours, mais c'était un peu comme une sorte de rêve inaccessible, si tu veux. J'avais, je pense, cette sensation de ne pas faire partie de ce monde-là, tu vois, le monde des auteurs, etc. Donc, je m'étais plutôt dirigée plus jeune vers le professorat. Mhm. Je voulais être prof de français, j'adorais la lecture, voilà. Donc, c'est venu, alors j'allais dire tardivement, oui, assez tardivement. La première fois que j'ai écrit, alors évidemment, en dehors de mon métier d'attaché de presse, où j'écrivais des communiqués de presse, des dossiers de presse, tu vois, tu sens que tu aimes ce que tu fais dans ces moments-là. Parce que par ailleurs, ce métier d'attaché de presse, je l'aimais pas trop. Donner des coups de fil aux journalistes, insister, frapper aux portes, tout ça, moi, c'est pas trop mon truc. En revanche, tout ce qui était rédaction, j'adorais ça. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, je vais peut-être essayer de passer de l'autre côté de la barrière et au lieu d'écrire des communiqués qui seront repris par certains journalistes, peut-être que je peux faire mes propres articles et devenir moi-même journaliste. Alors, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis devenue rédactrice, on va dire ça comme ça, Mhm. pour des magazines locaux.
Et là, j'ai commencé à prendre confiance en ma plume à ce moment-là. Et ensuite, le premier livre que j'ai rédigé, c'était pas pour moi. C'était une commande, la commande d'un psychothérapeute qui avait envie de raconter son parcours, mais qui n'avait pas la plume pour le faire. Et donc, c'était mon psychothérapeute. D'accord. Et il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour écrire mon histoire et être mon écrivain privé? Et je lui dis, bah oui, allons-y. Donc je l'ai écouté, raconté son histoire, je l'ai enregistré avec un dictaphone, comme une journaliste pourrait le faire. Mhm. Et ensuite, j'ai rédigé son livre. Donc ça, c'est le premier livre qui est paru, Eh c'est oui, c'est ce livre-là, mais ce n'était pas le mien. Voilà. c'est Et il assez m'a fallu particulier. attendre. Oui, peut-être, c'est vrai. Je me suis jamais posé la question. Mais je pense que c'est vraiment un manque de confiance en moi. Mm. Parce que je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais quand tu as écrit un livre et quand enfin il est publié, et c'est merveilleux, mais il y a le jour de la publication, il y a une espèce d'angoisse qui t'étreint et qui te dit mon Dieu, mais ça y est, tout le monde va pouvoir le lire en fait. Tout le monde va pouvoir lire mon histoire, c'est partie de moi quelque part que je livre au monde, que j'accouche au monde. Et à chaque fois tu vois, que je livre un roman, surtout les romans, j'ai cette espèce de d'angoisse de me dire mon Dieu, et qu'est-ce que les gens vont penser, tu vois, Je toujours un rejoins. peu inquiète sur le regard. C'est en fait, moi j'ai écrit mon premier roman, je n'ai pas cherché à être édité, j'ai voulu l'auto-édition, mais ça a été un choix, par peur que ça me coupe les ailes déjà, parce que ben voilà, manque de confiance, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, mais bon. Et donc je suis allée jusqu'à l'auto-édition, et une fois qu'il a été en ligne, je l'ai envoyé à des chroniqueuses. Et je me suis dit, quels que Ok. soient les retours, quels que soient les critiques, ce sera pour moi quelque chose qui va me faire progresser. Je vais les accueillir pour m'améliorer. En fait, il a été super bien accueilli. J'ai lu un commentaire il y a un jour ou deux qui disait une auteure très généreuse, peut-être un peu trop, parce qu'on Ah, est traité de plein de thèmes en même temps, et voilà. Mais elle a beaucoup apprécié, mais c'est vrai que j'ai écrit comme ça venait. Et après, il y avait cette fébrilité, moi, pas au moment où je l'ai mis en ligne, puisque totalement inconnue dans les méandres d'Internet, mais quand je l'ai envoyé aux chroniqueuses, là, ouais, j'ai eu une super fébrilité en me disant, ouais, je lâche mon bébé quelque part, je le lâche. Comment il d'accord. va être accueilli? Et des auteurs que j'ai interviewés me disaient, mais tu verras, chaque fois que tu sors un livre, ta fébrilité grandit. Elle est pire que la première fois. Parce Mm. que ton premier livre, il a été super accueilli, donc tu te demandes si le deuxième, il va être accueilli de la même façon. Et ainsi de suite. Et c'est vrai, là, je viens de sortir le deuxième le 15 juin, et j'étais mais d'une fébrilité extrême. Donc là, j'étais passée par la bêta lecture, et malgré tout, j'étais hyper fébrile. Donc voilà, ben, tu rejoins le groupe des fébriles C'est à fébrile. l'accouchement de nos romans, puisque Ouais. on est assez nombreuses. J'ai eu pas beaucoup d'hommes pour l'instant. Il y en a qui sont sur ma liste d'interviews. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un homme qui est passé sur ce podcast, qui est Robert Savoie, qui m'a fait la préface de mon deuxième roman. Mais des Ah, hommes ok. vont arriver, je rassure les auditeurs, il n'y aura pas que des femmes, c'est pas que féminin. Mais Et oui, 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 cette fébrilité. J'ai écrit, oui, comme toi, des livres qui sont purement développement personnel. Ça ne m'a pas fait du tout la même chose. Je pense non, c'est pas que la même la chose. différence, c'est qu'il n'y a pas d'émotion dans les livres de développement personnel, donc il n'y a pas de moi. Il y a de moi en tant que pro. Il y a un savoir, en quelque sorte, que je pose sur le Ouais. papier. Dans mes romans, il y a une grande part de mes émotions. Il y a une grande part de moi et je suis à te lire, il y a une grande part de toi vraisemblablement. Et c'est un petit peu une façon de nous dévoiler, de nous montrer. Et moi, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient, c'est biographique votre roman? Et je disais, non, c'est une autofiction, mais il y a forcément de moi dedans. Il y a des passages, ce sont de vraies émotions que j'ai traversées. Ouais. Et ça, je pense que vraiment, les lecteurs ne s'y trompent pas Oui. parce que j'ai eu les mêmes retours que toi. Suite à toutes ces vies où nous nous sommes aimés, j'ai eu j'ai eu beaucoup de personnes qui témoignaient de leur propre histoire, voilà, parce que vraiment, ça leur parlait beaucoup. Et j'en ai quelques-unes qui ont osé me demander si c'était autobiographique. Je pense Oui. que beaucoup l'ont pensé et n'ont pas forcément osé me demander. Et je réponds la même chose que toi.
c'est de l'autofiction. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a une part de mon histoire, bien sûr qu'il y a une part de mes émotions. Et je pense que ça ne trompe pas. Quand tu écris avec les émotions que tu as ressenties, tu transmets cette émotion dans tes mots, dans ton ouvrage. Et c'est comme si tu mettais une fréquence vibratoire dans ton livre Oui. et que la personne qui le lise ressente cette fréquence vibratoire. Ça, c'est vraiment comme ça De toute façon, que je je le pense perçois. que Ouais. les lecteurs viennent en fonction. Alors, au départ, tu es inconnu, mais on n'est pas totalement inconnu. On dit que les inconscients se parlent, qu'il y a quelque Mm. chose qui va attirer, une couverture ou un titre, ou il y a Vas-y. le nom de l'auteur, la photo de l'auteur. Et c'est toute cette énergie, je pense, qui fait aussi l'alchimie et du roman et de la personne. Enfin, et bien sûr, la qualité de l'écriture, mais les émotions. J'en parlais, je crois que c'était avec Cynthia Kafka qui disait quand on pose nos émotions, il y a le plaisir à écrire et je crois que ça se dégage Ouais. et que ça se Ouais. ressent dans la lecture. Enfin, moi, je ne pourrais Mm. pas écrire sans émotion et sans passion. C'est pas possible. Non, moi non plus. Me Non, moi non plus, je pourrais forcer, pas. je peux pas. Non, moi non plus, je pourrais pas. D'ailleurs, je verrais pas tellement l'intérêt de le faire. Euh, j'aime assez, euh, j'aime assez l'état dans lequel je suis quand j'écris, notamment quand il y a des émotions que je revis. Alors, parfois, c'est plus ou moins agréable, forcément, hein, mais c'est ce qui fait aussi le côté cathartique de l'écriture, hein, c'est le fait de revivre nos émotions et puis de s'en libérer quelque Bien sûr. part. Oui, Mm. Et c'est vrai qu'il m'arrive de pleurer en écrivant. oui, Tu vois. bien sûr. J'arrive à me faire pleurer avec une histoire que je suis en train d'écrire et donc que je maîtrise. Et néanmoins, j'arrive quand même à me cueillir moi-même, tu vois. Mes Oui, personnages oui. arrivent à me cueillir. Mais ils Je vivent suis en nous. tellement Ils vivent en nous. Ils nous vivant. parlent. Quelquefois, ils nous guident. Il y a des moments, tu sais même plus qui est l'auteur en fait. Si c'est toi, moi j'ai l'impression que quelquefois c'est dicté. Quand je relis par rapport aux corrections, quand j'ai envoyé à la correctrice, qu'elle me renvoie ses corrections et que je relis, je me dis mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Oui, ça m'arrive aussi. Ça t'arrive aussi. Ça C'est, m'arrive aussi. j'ai pas pu écrire ça, mais où est-ce que j'ai été sortir quelque chose comme ça? Enfin, et c'est fascinant. Où il m'est revenu un Ouais, souvenir à la relecture en disant, mais ça, tu l'as pas inventé, tu l'as vécu. Quelque chose que j'avais totalement enfoui. ouais, ouais, C'est ouais. troublant, là, les pouvoirs de l'inconscient, et c'est C'est fascinant. incroyable. Oui, C'est incroyable. Et moi, ça me fait la même chose que toi. Je me relis, je me dis, ah bon, j'ai écrit ça, moi? Ok. Et puis aussi, cette sensation, quand parfois, j'ai l'impression que je suis en train d'écrire quelque chose que je suis en train de vivre, mais j'en prends pas conscience tout de suite. Et j'en prends conscience quand, par exemple, je laisse reposer mon manuscrit parce que j'ai autre chose à faire, j'ai une commande, j'ai trop de travail, j'ai un magazine à préparer. Donc, je laisse. Et parfois, je peux le laisser pendant 6 mois et le reprends. Et quand je le reprends, je me rends compte que je relis tout et je me rends compte que mon personnage principal, ce qu'il est en train de se passer dans sa tête, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la mienne au moment où je relis ce que j'ai écrit. oui, Tu vois, c'est très troublant. oui, Comme si j'avais perçu 6 mois en avance ce qui allait se passer dans ma tête et les événements de ma vie oui. 6 mois plus tard. C'est assez troublant. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme une forme de Mm. prémonition ou d'intuition. Voilà, exactement. Et, C'est ça. Bon, l'inspiration étant de l'intuition, tout à fait. forcément, ça fonctionne de la même manière, quoi. Oui, oui, oui. Donc, beaucoup de romans. J'ai vu beaucoup d'amour dans tes romans aussi. C'est un thème Oui, qui te porte. c'est un thème cher à mon cœur. Oui, oui, oui. Oui, ben, quand on est, je vais parler un peu de numérologie, mais quand on est un chemin de vie 33-6, le cœur, l'authenticité des émotions, l'amour, les épreuves dans l'amour vont être le chemin. Donc, voilà. Et ça veut dire beaucoup travailler sur l'amour. Et quand je dis beaucoup travailler sur l'amour, c'est beaucoup travailler sur l'amour de soi. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que tu expliques dans Trouver l'amour sans le chercher, je crois. Exactement, c'est ça. C'est que les histoires d'amour, les épreuves dans l'amour avec l'autre, nous amènent à travailler sur nous et sur cet amour-propre qui nous manque au Oui. final, dont on n'a pas forcément conscience au départ. Oui. Moi, il m'a fallu très longtemps
faut en prendre conscience parce que je viens d'avoir 60 ans et il y a très peu de temps que je me dis, waouh, mais ça y est, je suis prête à Oui. enfin rencontrer quelqu'un qui va vraiment me correspondre. Hmm. Et hier, j'ai commandé ton livre Trouver l'amour sans le chercher parce que je regardais un petit peu ta bibliographie pour préparer au moins savoir ce que tu avais autre que toutes ces vies où nous nous sommes aimés. Je voulais un petit peu m'imprégner quand même de ce que tu avais écrit et je me suis dit, ah non, mais celui-là, il me parle trop, il faut que je le prenne. Donc, je l'ai commandé. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liseuse, sur ma Kindle et forcément, il m'a parlé. On aura l'occasion d'en parler si tu en as envie en dehors de ce Avec plaisir. podcast, mais je me suis retrouvée Avec dans plaisir. ton vécu, dans toutes ces... Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on vit les mêmes choses. C'est évident. Voilà, donc je le lirai. Et dans toutes ces vies où nous nous sommes aimés, tu as dû faire un travail de fou à rechercher ces époques, resituer tes histoires d'amour dans les époques avec les mêmes façons, les mêmes comportements surtout, parce que une époque, ça va, on peut retrouver, mais le comportement adéquat à l'époque, on évolue dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'être, et chaque époque est bien respectée avec des personnages. Enfin, moi, ça me paraît être un travail logique en tant qu'auteur, je disais avec Alexia, ça me paraît Oui. un travail gigantesque à ce niveau-là. Mais oui, j'ai été obligée de faire des recherches, Bien sûr. évidemment, pour éviter les anachronismes, pour éviter de raconter des bêtises. J'ai été obligée de faire quelques recherches, évidemment. Après, le fait de lire beaucoup, ça m'a permis de me transposer d'ores et déjà dans des Oui. périodes qui étaient différentes. Mm. Donc, j'avais déjà des codes, en fait. Oui, En lisant beaucoup, en regardant des films d'époque, etc., on a déjà des codes de oui, oui, comment tout ça à se fait. passait à l'époque. Oui, Voilà. Mais c'est vrai que pour parfois des détails, je me souviens notamment, alors c'est pas dans toutes ces vies où nous nous sommes aimés, mais c'était dans Un secret peut en cacher un autre. À un moment donné, je raconte qu'elle va dans la salle de bain pour faire je sais plus quoi. Et je me dis, mais non, ça n'existait pas les salles de bain à cette époque-là, oui, à la campagne. Il n'y a pas de salle de bain à la campagne à cette époque-là. oui, oui, Donc, tu vois, c'est ça, la difficulté, c'est c'est de ça. ne pas raconter un Oui, truc complètement à côté c'est ça. de la plaque, quoi. Ouais. Et Donc oui, ça m'a demandé un travail de recherche pour toutes ces vies parce qu'il y a effectivement différentes époques et en même temps, il y a eu beaucoup je pense, beaucoup de choses inspirées. Là, pour le coup, tu vois, les choses qui viennent de je sais pas d'où, oui, 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 dépense de mais monde. ouais, vraiment. Et si tu veux, moi, il se passe quelque chose dans mon processus d'écriture. Je sais pas comment ça se passe pour toi, mais quand je suis dans un roman, mes personnages, je les pose quelque part. Et après, c'est comme un film qui se déroule devant mes yeux et je raconte le film que je suis en train de regarder. Oui, c'est Tu ça. vois? Voilà. Alors parfois, quand ça va pas, je me fais des rewind, hop, retour en arrière. Non, non, attends, en fait, il va pas tourner à droite, il va tourner à gauche. Bon, je schématise, mais tu Oui, vois. oui. Mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un écran de cinéma devant mes yeux ouverts, pourtant, parce qu'il faut bien taper en même temps. Et je raconte le film que je suis en train Alors, moi, de ça voir, vient de regarder. déjà, la trame de l'histoire pour le deuxième roman m'est venue dans l'avion. Je partais voir ma fille au Mexique. Et ma fille m'avait dit un jour, bon, bah, après Irrésistible Lumière, quand tu l'auras fini, j'espère que tu écriras sur le Mexique. Elle vit au Mexique, elle est mariée avec un Mexicain. Et je lui dis, bah oui, ma chérie. Puis j'allais la voir pour Noël. Et j'avais pas du tout fini, j'étais en pleine écriture de Irrésistible Lumière. Et dans l'avion, il y avait une dame âgée à côté de moi. D'habitude, je dors, j'écoute de la musique. Enfin, c'est un moment pour moi, l'avion, je suis au milieu de nulle part, tu vois. Donc, j'adore ce Ouais, c'est vrai. moment où je suis au milieu de nulle part et je me laisse porter. C'est le cas de le dire. Et là, cette mamie, tout le voyage m'a parlé. Donc, ça dure quand même 11 heures. Mais c'était pas Ah grave. oui. Enfin, tu vois, bon, elle était sympathique, etc. Puis elle me raconte qu'elle partait après son mari parce qu'elle s'était blessée à l'œil et qu'il n'a pas voulu attendre qu'elle guérisse. Donc, il était d'abord parti en avance chez leur fils, etc. Et à un moment donné, elle me dit, vous ne trouvez pas bizarre que la police municipale m'a appelé ce matin pour savoir si c'est moi qui avais réservé un tombeau. Elle me dit, je trouve que ça, c'est mauvais augure, vous ne trouvez pas? Bon. Et puis après, elle perd une boucle d'oreille dans l'avion. Écoute, elle s'appelait Marie-France, si elle m'entend. Marie-France, allez, deux jumelles, un talisman des boucles d'oreilles.
parce qu'il y avait ce talisman avec le tombeau. Enfin, et mon histoire, je suis arrivée au Mexique, j'avais créé la trame de mon roman qui est sorti le 15 juin. Incroyable. Et j'ai dit à ma fille, et comme j'allais sur l'île d'Olbox, j'ai dit, mais c'est là qu'il va se passer mon roman, c'est là, c'est ici, en partie, c'est ici. Et j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait, et après j'ai dit, non, maintenant je repars du Mexique, je ferme, et je le rouvrirai que lorsque j'aurai publié Irrésistible Lumière, parce que sinon Mm. j'aurais jamais été au bout de l'autre. Et j'ai eu beaucoup de mal après à revenir dessus parce que je faisais le deuil de mes personnages, donc j'avais retrouvé d'Irrésistible Lumière. Mais il est né comme ça. Et après, bien sûr que de ma trame, il y a d'autres choses qui se sont mis. Les personnages m'ont emmené où ils voulaient m'emmener en fait. Et Bien puis sûr, j'ai c'est ça. décidé que ça serait une saga familiale, tu vois, finalement, que d'un, c'est devenu un trois. Génial. Et comme quoi, ça peut venir de n'importe quoi, quoi. C'est parce Ah non, que mais mon ça vient comme cerveau ça. a fait ces associations d'idées, tu vois, avec cette petite mamie que j'oublierai jamais d'ailleurs, parce Ouais. qu'elle est vraiment au cœur de ce roman, enfin, à l'origine de ce roman. C'est beau, Donc, en tout cas, comme histoire, ouais. j'ai fait sur mon blog, enfin sur mon site, une page qui s'intitule Les coulisses d'un roman, et donc je raconte ça parce que c'est tellement émouvant, je trouve. Ouais, j'aime bien, moi, savoir comment les romans se sont construits, par quoi les auteurs ont été inspirés, ça me passionne. C'est un peu comme les making-of d'un film. Et Ouais, c'est donc, ça. je trouvais intéressant de le formuler. Puis, je mets des photos des voyages que j'ai faits parce que je suis très inspirée des voyages aussi. Bien sûr. Et donc, C'est inspirant. forcément, les lieux que je mets dans mes romans sont des lieux que j'ai traversés parce que je ne pourrais pas les décrire autrement qu'avec mes émotions. Mm. Alors, est-ce que tu veux que je te raconte comment est née toutes ces vies où nous nous sommes aimés? Mais bien sûr, absolument, c'est le but. Pas le but ultime, mais ça en fait partie, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de raconter une belle histoire d'amour, une histoire d'amour difficile, qui fut la mienne. Voilà. Mais j'avais envie de la raconter d'une manière un peu originale et de montrer qu'il y avait ce lien très fort, un lien indicible. Et voilà. Et en fait, dans la même période, enfin, où je commençais à réfléchir à ça, mais j'étais comme toi en train d'en écrire un autre. J'ai écrit Un secret peut en cacher un autre avant toutes ces vies. Mm. Et je l'ai laissé reposer parce que j'attendais une révélation de la part d'un membre de ma famille pour avoir enfin ce fameux secret et pouvoir terminer mon livre. Mm. Bon, ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, une médium m'avait dit, tu en écriras un autre avant de finir celui-là. Et je me suis dit, bah non, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi écrire, non, ça m'étonnerait, etc., etc. Et puis, je fais un rêve éveillé. Donc, j'étais fatiguée, je fais une espèce de sieste, voilà, où tu sais, tu fermes les yeux, tu pars, mais c'est très rapide. Et pendant ce départ, je ne sais pas où je suis allée, ça a duré vraiment pas longtemps, mais je me suis vue dans une robe blanche, enceinte, sur une planche, sanglée sur une planche, et enfermée dans un truc en pierre, un monument en pierre, enfin voilà. Et, et je pleurais. Donc c'était très fugace, tu vois. Dans le même temps, je vois une médium qui me dit oh, je te vois en robe blanche, donc comme dans mon rêve, tu étais une prêtresse. Bon, ok. Et là, je me renseigne sur les prêtresses en robe blanche, et il s'avère que les prêtresses en robe blanche, c'était les Vestales. Donc, tu vois, à Rome et en Italie, en Grèce, il y avait ces vierges sacrées qui euh, consacraient leur vie jusqu'à 36 ans à la déesse Vesta et au temple, et qui vivaient entre elles, etc. Elles n'avaient pas le droit d'avoir d'amoureux, elles n'avaient pas le droit d'avoir de rapports sexuels avant l'âge de 36 ans. Et quand c'était le cas, et qu'elles tombaient enceintes, ou qu'elles avaient fauté, et que c'était découvert, eh bien, on les emmurait vivantes. Sympa. Et un jour, en épluchant mes pommes de terre, j'ai fait cette association d'idées que toi, tu as eue dans l'avion, où je me suis dit, oh, je vais écrire un livre sur une histoire d'amour karmique, où les deux âmes se retrouvent dans des époques différentes et vivent des choses différentes. Et ce rêve éveillé que j'ai fait sur la Vestale, que peut-être j'ai été, peut-être pas, je ne sais pas, m'a inspiré la première histoire dans le passé
oui, de Dara et Thaddeus. oui. Voilà. Et après, j'ai trouvé les autres époques, mais ce sont des époques qui m'inspiraient de toute Oui, façon. ça ne Voilà. peut pas Mais être voilà comment autrement. est né. Oui, c'est Voilà. des fois, voilà. Et puis quand moi je suis en cours d'écriture, il suffit que j'entende un mot, et puis je suis partie sur un chapitre, quoi. Un mot me fait partir sur. Et c'est ça, l'inspiration, Ouais. ça ne se résume pas en fait. Ça ne peut pas s'expliquer, ça se ressent. Ouais, c'est ça se ressent, exactement. Ça peut être un mot qu'on entend dans sa tête ou qu'on entend à l'extérieur, vous voyez. Ça peut être voilà, un rêve éveillé, ça peut être. On ne sait pas comment ça vient. Euh, tout ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que on ne trouve pas l'inspiration en la cherchant. Ça, c'est certain. Non, Si tu te mets devant ton ordinateur en te disant qu'est-ce que je pourrais bien écrire et en te remuant les méninges, ça marche pas, ça c'est sûr. non, j'en Mais parlais. marcher, Je me suis mis des contraintes d'écriture pour finir les fragments du destin parce que je voulais participer à un concours et qu'il y avait une deadline. Et tant mieux parce que sinon il serait peut-être pas fini. Parce que je trouve que c'est tellement facile d'écrire quand ça vient tout seul que je oui. peux me laisser aussi porter un petit peu comme ça. Et il y a des fois, je voulais me mettre, je me disais, là, tu as du temps, mais je peux pas me mettre, comme tu dis, devant ton ordi et que ça vienne spontanément. Par contre, je mets une musique. Et puis je me dis, bon, bah, allez, écoute la musique, laisse-toi porter. Et un peu comme le rêve éveillé dont tu parlais, ben, la musique me transporte systématiquement. Et pas forcément des musiques sans paroles. Les paroles des chansons peuvent me transporter ou une mélodie. Et là, ça vient tout seul. Voilà, je pense que ça me Hum, met, tu sais, je suis hypnothérapeute et donc ça me met dans cet état modifié de conscience qui me fait basculer du mental qui veut écrire, qui veut ci, qui veut ça, à ça y est, je suis déconnectée du mental, je pars dans un monde d'imaginaire et autres. Donc, en faisant comme ça, j'arrive, oui, à provoquer le moment d'écriture, mais pas parce que je me force, parce que je me laisse partir. Puis il y a des fois, ça marche pas et je renonce et je me dis, tant pis, ce sera pour une autre fois. hum. Alors moi, j'ai remarqué la même chose que toi. C'est que parfois, alors comme moi, j'ai quand même un plan de départ, je sais où je vais. De ce fait, j'ai pas le problème de la page blanche parce que je sais à peu près ce que je dois écrire. Donc, je sais à peu près dans quelle direction je vais. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois c'est un peu laborieux et que pareil, quand j'écoute de la musique, euh, paf, comme toi, je déconnecte et je pars, je ne sais où, et je C'est reviens avec les informations. c'est ça, Voilà. c'est Et le complètement ça. pouvoir de la musique, c'est incroyable, hein. Mais la musique a un pouvoir énorme sur le cerveau. De toute façon, ça vient toucher des zones du cerveau. Je crois que j'avais fait un article sur ça sur mon ancien blog. Ça a un pouvoir énorme dans le cerveau. Et moi, je n'ai pas de plan. J'ai ma trame d'histoire, mais je n'ai pas de plan. Ouais, d'accord. Les personnages Alors, je sais où je vais, je sais où je veux aller, Mhm. mais il y a des fois, ça prend des tournures. Ou comme je mets aussi quand même des outils thérapeutiques dans mes romans, ben, j'ai besoin de Mhm. créer un personnage qui va m'amener à pouvoir mettre mon outil, l'intégrer, et je me laisse plus porter de cette façon. Mais là, j'apprends, moi, à me structurer parce que comme je pars sur une saga, il faut vraiment qu'il y ait une structure quand même pour qu'il y ait une cohérence dans les autres tomes. Oui, c'est ça. En fait, on est obligé, enfin, j'étais obligée, parce que Toutes ces vies où nous nous sommes aimés, c'est mon premier roman. Tu verras, Trouver l'amour sans le chercher, c'est pas un roman, c'est un Oui, livre hybride c'est un où je récit. raconte une histoire et ensuite, c'est vraiment un ouvrage de développement personnel. Ouais. Mais Toutes ces vies, c'est vraiment mon premier roman et clairement, j'ai pas choisi la formule la plus simple, comme tu l'as dit, je fais des Super. allers-retours dans le passé. Et il fallait qu'il y ait une Oui. cohérence entre Ah, mais l'histoire et ce que c'est pas un livre qu'on peut écrire sans structure, c'est pas possible. c'était pas possible. Voilà. Non. Donc il a été hyper structuré dès le départ. Euh, Après, pour Un secret peut en cacher un autre, j'avais moins besoin de structure, mais j'avais en revanche la nécessité de mettre des outils de développement personnel à l'intérieur, comme tu le fais. Et donc, c'est ça qui m'a aussi structuré mon récit, parce que d'abord, Oui, elle essaye, sais plus quelle technique, la psychanalyse transgénérationnelle, le chamanisme, enfin voilà, il y a tout un. Et donc ça structure aussi, effectivement, oui, oui. oui, oui. Et oser Mais donc, après, oui, oui, après on peut bifurquer, se laisser porter, voilà.
souvent, je vais par... Alors moi, je n'ai pas de structure, mais j'ai quand même comme le squelette, si tu veux, de mon roman. Et je sais, il y a des fois, des personnages me parlent, je vais écrire toutes 3, 4 pages, 5 pages, 10 pages. Je sais à peu près où ça va se mettre dans le roman. Mais je peux des fois commencer par là, tu vois. Ah ouais, ok. C'est pas du tout le début que ça va s'intégrer, peut-être quasiment aux 3 quarts. Donc je les pose. Et il y a des fois, j'oublie des morceaux que j'avais préparés et je les retrouve après qu'ils soient édités, tu vois. Enfin, après qu'ils Ah soient oui. sortis. Oui, oui. Ça m'est arrivé pour Irrésistible Lumière. Je me suis dit, oh, mais j'ai oublié de le mettre. Bon, bah, tant pis, ça me servira peut-être pour un autre, ou c'est que ça devait pas y Ouais. être. Oui, oui, et je me dis, non, il faut quand même que j'arrive. Mais si je pars d'une structure, je vais me bloquer par le mental. Hmm. Donc, j'ai ma trame, mon histoire, elle est construite au moment, enfin, le Ouais. gros plan, en fait. Et après, je sais où ça va se situer plus ou moins, où c'est comme des blocs que je peux déplacer. Enfin, voilà, c'est Hmm. plus un puzzle que je fais que un Ben truc ouais. bien. Je pars pas des fondations, monter jusqu'à la toiture. Moi, c'est plus un puzzle, tu vois, que tu imbriques l'un dans l'autre. Et Ouais, mais après, c'est une autre manière de fonctionner, hein. Et après, je relis tout. Et là, oui, je vais structurer à cette relecture pour Ah oui. qu'il y ait une cohérence, pour que, voilà, qu'il n'y ait pas des problèmes de date ou des problèmes de... Ouais. Voilà, que la rencontre ne se fasse pas avant le fait qu'il ait pu croiser le mec un jour. Ou... voilà, mais Mais c'est ça, c'est vraiment, fascinant. ouais, c'est fascinant et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans la difficulté d'écrire. Et je ne me doutais pas de ça, c'est marrant. C'est vraiment cette difficulté à conserver une cohérence au niveau justement des dates, de la temporalité. Oui, Et même dans l'écriture, c'est-à-dire grammaticale, les conjugaisons, etc., tu vois, c'est pareil, il faut faire attention de rester dans ta temporalité. Si tu as commencé à parler au passé, parfois on a tendance pas à revenir au présent oui, parce que notre personnage, elle est en train de faire quelque chose et qu'on a tendance à parler au présent. Et ça, waouh, oui, ça demande ouais, vraiment une attention constante et puis de parfois réécrire un chapitre entier. Moi, ça m'est déjà arrivé de oui. réécrire des chapitres entiers parce que j'étais plus dans la bonne concordance des temps. Et c'est là où aussi la relecture de la part d'une maison d'édition est nécessaire. Même si j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes de concordance de temps, mais je me rends compte que c'est compliqué, quoi. Et les gens qui commencent à écrire se rendent compte que c'est compliqué. Oui. Souvent, on m'a fait des retours en disant, oh là là, mais c'est compliqué, le temps, etc. Ouais, c'est compliqué, oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas la relecture d'une maison d'édition, mais j'ai la correctrice qui me relit Oui. et la bêta lectrice Mm. qui me relit aussi et qui me font des Ah oui. retours. Parce qu'elle ne, Nathalie qui m'a corrigée ne fait pas que relire en fait, elle me met aussi des annotations. Alexia qui a relu aussi m'avait mis des petits ah j'adore et lui ah j'ai cru que lui il était mort donc je me suis dit ah là il y a une confusion il va falloir que je Mm. m'améliore. Et c'est hyper important, voilà, que ça me permet aussi, moi, de reprendre et d'étoffer ou de... Donc, Bien je n'ai sûr. pas la maison d'édition, mais je me suis entourée quand même pour avoir un regard pro déjà sur... Je ne voudrais pas écrire un roman avec des fautes. Et quand j'écris, Mm. je fais des fautes. Mais c'est Oui. horrible. Quand je me relis des fois, mais pas tout de suite. Mais je me dis, mais comment t'as écrit ça? Mais je suis Parce tellement qu'on dans est porté l'histoire par oui, mais c'est ça, c'est parce que que, tu es dans l'histoire. et donc, c'est pour ça que c'est important. Et puis, avoir voilà, le regard extérieur de quelqu'un qui va plonger dans l'histoire, et c'est essentiel aussi. Quels sont Ah tes oui, oui, c'est projets? essentiel. Tu as d'autres romans en projet? J'imagine Mais que il y a un roman en cours là. ah Je oui. suis en train d'écrire mon troisième roman qui parlera, comme tu t'en doutes, d'amour, Oui. mais pas que. Alors, c'est marrant parce que mon premier roman vraiment parlait d'amour, le deuxième parlait de secrets de famille, et le troisième, finalement, sans que je m'en rende compte, va parler des deux. Il y a Mm. à la fois de l'amour et à la fois un secret de famille. Mm. Donc là, je me régale. Je peux te dire que là, je suis dans Ouais, voilà, ouais. mes deux sujets de prédilection. Et je devrais l'avoir terminé fin août, D'accord. normalement, si tout va bien. Voilà, là, cet été, c'est vraiment, je me consacre à l'écriture de ce roman. Donc, Ouais. Mais on a le même voilà. été, tu vois, parce que juillet-août, C'est vrai? juillet, août, Oui. septembre, je me consacre au deuxième tome.
je voudrais qu'il sorte fin d'année maximum parce que je ne veux pas laisser plus de 6 mois entre les deux. C'est une saga. Et donc, je me suis organisée pour vraiment, voilà, je me suis dit l'été, ce sera focus écriture. Là, je suis pas mal Ouais. partie et du coup, c'est l'été, voilà. Je me dis, je vais pas sortir, faire plein de choses. C'est vraiment, je me consacre au deuxième tome. Après, je me mets pas une pression s'il sort pas en décembre, il sortira en janvier, c'est pas grave. Mais Oui, dans l'absolu, j'aimerais bien respecter mon délai. ton planning. Hmm. Bon, il est déjà entamé, hein, il est déjà donc. Est-ce que tu écris vite, toi? Alors, je peux écrire très vite parce que je peux passer des heures sans m'en rendre compte. Il Hmm. m'est arrivé de déjeuner, et pourtant je suis pas vraiment écriture dans la journée. Je suis plus ou le matin très tôt ou le soir très tard. Dans la D'accord. journée, c'est assez rare. Et puis, je me souviens un jour, je déjeune et puis je me dis, ah, je vais me faire un café. Puis c'était tout trop chaud. Et je me dis, ah, bah, tiens, en attendant, j'ai une idée, je vais la noter. Et quand j'ai levé les yeux de l'ordinateur, il faisait nuit. Ah Je n'ai oui. pas vu la journée passer. Et ma tasse de café était toujours au même endroit sur la table, qui avait bien refroidi pour le coup. Je n'ai rien vu passer. Donc, toi, ça peut aussi m'arriver. Donc, évidemment que là, Ouais. tu avances. Mais oui, oui, oui. Une fois que je suis lancée, je peux écrire longuement sans m'en rendre compte. Tu es Hmm. dans ce flot dont on parle en Ikigai. Et quand tu es dans ce flot, ben, c'est magique parce que tu vois rien en fait. Tu es dans ton truc. Et après, C'est j'adore ça. Et c'est pour complètement. ça que je me suis dit, je vais faire un été intense en écriture parce que tu sors pas de ce flot. Tu es Hmm. constamment dedans. Et moi, alors, j'adore ça. Alors là, c'est le truc qui me transporte. Voilà pourquoi j'ai aussi choisi de me dire, bon, voilà, j'avais beaucoup de choses sur le printemps. J'ai fait Ouais. mes premiers salons d'auteurs. Et avec Ah, les génial. rencontres, on rencontre des auteurs francophones. J'ai fait mon premier salon à New York, pour le Festival des Wow. auteurs francophones à New York. C'était un rêve. Ça a été magique. Ça a été vraiment magique parce que New York m'a amené à la photo. Et 10 ans après, je retourne à New York parce que la photo m'a amené à l'écriture. Et pour mon livre, j'y retourne. Et il y a une belle symbolique dans ça. Ah oui. Et donc après, j'ai enchaîné sur Saint-Paul-les-Dax, toujours avec les rencontres des auteurs francophones. Et puis moi, j'ai été faire des séances de dédicace toute seule dans un hippodrome il y a une semaine. Et ça a été une journée magnifique. Ils ont organisé une course avec le nom de mon roman, l'hippodrome de Waouh, hier. génial. Je les remercie d'ailleurs parce que vraiment, ça a été un moment magique. Ouais, c'est assez original comme j'avais envie d'aller dans un hippodrome parce que mon roman parle de chevaux déjà et puis parce que enfant, mes grands-parents ont toujours joué au tiercé. Donc c'est un univers qui m'a et c'était une façon voilà de retrouver ça et voilà, c'était génial. Et maintenant, je ne touche Wow. plus, je me focus écriture. Voilà. Après Podcast et écriture, ce beau voilà. voyage. Hmm. Oui. Parce que les Génial. podcasts, j'aime beaucoup. Et j'aime ces Hmm. interviews, j'aime voir. Voilà, parce que tu vois, c'est riche. On compare nos façons d'écrire qui sont totalement différentes, mais en même temps, on a les mêmes univers. Moi, l'amour, c'est ce qui Oui. me transporte aussi. Dans mes romans, Hmm. il ne peut pas ne pas y avoir une histoire d'amour, c'est pas possible, voire plusieurs. Et ça me transporte. Toute cette spiritualité, j'ai besoin de la mettre aussi dans mes romans. Sur Bien le sûr. deuxième, c'est toute cette culture maya qui est propre au Mexique, enfin qui n'est pas propre qu'au Hmm. Mexique, mais en grande partie, en tout cas sur le Yucatan, on le retrouve, plus aztèque ailleurs, mais et j'avais besoin d'en parler. Je suis allée sur ces temples mayas, j'ai ressenti, enfin c'est vraiment, voilà. Wow. Et c'est C'est beau. fascinant de voir chaque auteur où il va te puiser son inspiration, de qu'est-ce qui va l'amener. Et moi, faire ces podcasts est très riche et ça l'est aussi pour les auditeurs. Et faire des rencontres, tu vois, à partir d'un livre, d'une chronique d'un livre, je trouve ça magique. Ouais, C'est, c'est magique, ces relations qui se tissent, oui, ces consciences qui se retrouvent c'est ça. et qui échangent et qui partagent les mêmes choses. Ouais, c'est vrai, c'est J'avais assez vu magique passer aussi, je ton trouve. livre depuis un moment. Et je disais, il m'appelle, ce livre, il m'appelle, et puis sans prendre le temps. Puis Alexia, quand je fais mes podcasts avec Alexia, donc Inspire et Livre, c'est elle qui choisit le livre dont elle va parler, mais je ne suis pas du tout au courant du livre dont elle vient parler. Certains, je les ai lus, D'accord. d'autres non. Et Mhm. je trouve ça génial, et on fonctionne comme ça. Et là, elle est venue parler de ton livre, et j'ai dit, mais
je ne peux que le lire maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut que je le lise. Voilà, c'est... Et j'ai Je peux dire très envie qu'elle de, en a tellement bien parlé. de te rencontrer, de faire cette interview. Si tu avais un conseil pour nos auditeurs par rapport à leurs rêves, pas que le rêve d'écriture, mais Mhm. et pour oser, puisque c'est quand même le thème de ce podcast, qu'est-ce que tu Ouais. aurais envie de dire? J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas pire dans la vie que les regrets. Puis il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et que si on met tout en œuvre pour réaliser son rêve, si à un moment donné on tombe ou que c'est difficile ou qu'on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, ou c'est pas très grave. Le principal, c'est vraiment d'essayer parce que le seul risque qu'on a, c'est d'y arriver en fait. Et là, c'est le plus beau des cadeaux. Et il vaut mieux essayer de vivre ses rêves que de rêver sa vie. Ça, c'est un peu dommage de rêver sa vie. Oui, Voilà. Mais essayer de vivre ses rêves, par contre, ça, c'est fabuleux. Et oui, ça fait peur. oui, Mais ça demande du courage. Mais le courage, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça, souvent, les gens confondent ça. c'est ça. Oui, mais moi, je ne suis pas courageuse, j'ai peur. Mais les gens qui sont courageux ont peur, sauf qu'ils ont décidé de dépasser la peur et de la transcender. Et pour donner un exemple, moi, j'avais un rêve, alors après celui d'écrire, mais c'était de faire du théâtre, jouer la comédie. Et j'ai toujours eu envie d'aller, de faire les cours Florent. Mais je ne vis pas à Paris. J'ai fondé ma famille en Bourgogne. Je vis à la campagne, donc c'est pas du tout pratique. J'ai une petite fille, bon, elle a 10 ans maintenant, mais voilà. Et j'ai vu que les cours Florent proposaient des stages de théâtre ou de stand-up à différents moments de l'année. Et je me suis dit, eh ben, cette année, je m'offre ça. Et Mhm. je me suis dit ça en janvier. Et je me suis offert ça en juin, là. En fait, je suis rentrée il y a 15 jours à peu près. Mais j'ai fait une semaine de stage de stand-up à Paris. Donc, oui, j'avais peur. J'avais peur de laisser ma petite famille pendant une semaine. J'avais peur de me retrouver avec des gens qui étaient très jeunes et d'être un peu ridicule du haut de mes 47 ans, de faire un stage de stand-up. J'avais peur de plein de choses. Mais l'envie de réaliser ce rêve a été plus forte. Je l'ai fait et j'ai vécu une semaine extraordinaire pour des tas de raisons. Voilà. Et ils s'en sont très bien sortis sans moi à la maison. Voilà. Et Oui, ça leur a fait même du bien que je ne sois pas là. Donc vraiment, oser, c'est ça. C'est savoir dépasser ses peurs, avoir le courage de vivre ses rêves pour arrêter de rêver sa vie. tout à C'est fait. De comme ça que je le toute résume. façon, le meilleur antidote à la peur, c'est l'action. Exactement. C'est passer à C'est ça. l'action. Moi, j'ai pas fait les cours Florent, mais l'année dernière, je me suis lancé le défi de faire de l'impro théâtrale. Et, Waouh. et j'ai trouvé ça génial. J'ai pas pu terminer l'année parce que bah, les contraintes, c'était le samedi après-midi, j'étais pas toujours libre, mais je vais reprendre en Eh oui, septembre. C'est génial ce que ça te fait aller chercher ces improvisations. J'ai adoré. Mais c'était vraiment une démarche d'oser parce que c'est pas dans ma nature. Et ça te demande, c'est même pas une gymnastique d'esprit, ça vient tout seul finalement. Et ouais, oser, ça nous amène à découvrir des choses qu'on soupçonnait pas en soi. c'est Et ça. c'est un beau cadeau Et le qu'on s'offre. théâtre, c'est un très beau cadeau qu'on s'offre et le théâtre permet vraiment d'exprimer ses émotions d'une autre manière. On peut le Oui, faire à travers l'écriture d'un livre, mais on peut le faire aussi sur les planches d'une autre manière, de manière un petit peu plus frontale, j'ai envie de dire. oui, Et, et quelle expérience géniale, vraiment, quelle expérience cathartique aussi d'ailleurs. j'imagine. Ouais. Merci Céline. Je ne vais pas me tromper cette fois. Quand je commence à me tromper dans Merci les Laurence. prénoms après, je continue. Et c'était un plaisir et je pourrais échanger encore pendant des heures, mais je ne vais pas te monopoliser. Et si tu en as envie, on reprendra contact pour échanger en aparté parce qu'on Oui, a en cet aparté, bien univers sûr. commun et que vraiment qui me porte. Et cette numérologie m'intrigue, donc je reviendrai vers toi aussi pour ça, pour qu'on en Ok. parle. Eh ben, Merci. avec grand, grand plaisir. Je suis prête à parier qu'on a des nombres qui se ressemblent, enfin qu'on a les mêmes nombres dans nos thèmes, parce que pour avoir les mêmes
source d'intérêt, les mêmes manières de Oui. faire, etc. Je pense qu'on a des nombres qui doivent être On va le découvrir similaires. très vite. Voilà, on en reparlera avec grand, grand plaisir. En tout cas, je Oui. te remercie infiniment de cet échange et de cette proposition de passer dans ton Moi, podcast. je Ça me te ravit. remercie et j'en profite pour remercier Alexia parce que sans Alexia, cette rencontre n'aurait pas eu Moi lieu. aussi, Elle nous a mis en moi aussi, je relation remercie Alexia. et donc je la remercie parce que très belle rencontre. Et puis Alexia est une magnifique rencontre. Alexia était la première personne qui a chroniqué mon premier roman. D'accord. Et quand j'ai créé ce podcast, on est resté un petit peu en lien, on a papoté un petit peu sur Insta. Et quand j'ai créé ce podcast, je lui ai demandé si elle voulait être ma première invitée. Et ensuite, Génial. j'ai eu cette idée de me dire, mais si elle venait parler, parce qu'elle fait beaucoup de chroniques sur son Insta, si elle venait en Ouais. parler, et je lui ai proposé, elle m'a dit, mais j'adorerais. Et c'est comme ça que cette grande amitié est née. Et j'adore nos podcasts qui sont pleins de fou rire, pleins d'échanges et donc c'est grâce à elle. Donc Hum. merci Alexia et je te fais des gros bisous au passage. Ouais, Et merci Alexia, merci encore pour toutes les belles choses que tu as pu dire sur toutes ces vies où nous sommes aimés. Moi, quand j'ai écouté le podcast, j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment d'émotion que ça ait pu autant parler. Euh, voilà, donc merci, merci pour ça et merci pour cette belle rencontre avec Laurence aussi. merci à toi et puis à très bientôt. À très bientôt, Laurence. Au revoir. Au revoir.